Bonjour, Gilles Clavaro pour Gavroche Magazine. Je suis passionné d'horlogerie depuis très longtemps. À peu près l'âge de 10-12 ans, j'adorais ça. Je regardais les pendules ou les montres-bracelets que les gens portaient. Et j'ai toujours eu envie du coup de faire horloger. Et à 16 ans, je suis parti faire mes études en France pendant 4 ans en apprentissage pour être directement en entreprise. Donc là maintenant, au 1er août, j'aurai 20 ans de métier tout juste. Une seconde vie, je dirais non. C'est un terme que je trouve assez bizarre parce que c'est comme le terme seconde main. Je ne l'utilise pas beaucoup. Pour moi, les objets n'ont pas de seconde vie, ils n'ont qu'une vie, mais on meurt avant eux. Donc c'est plutôt ça. Eux continuent leur vie et nous, on mourra. Surtout dans le cadre de l'horlogerie, on a un point commun depuis l'origine de l'horlogerie, c'est que l'objet horloger a toujours été un objet de convoitise. Si tu as une plus belle montre que moi, j'ai toujours envie de la posséder à ta place. Alors on peut le faire honnêtement, on peut le faire par le vol, on peut évidemment envisager des tas d'histoires, mais de ce fait, ces objets ne sont quasiment jamais détruits ou démolis. Ce sont toujours des objets qui vont poursuivre leur chemin. Alors certes, peut-être que toi, tu as hérité d'une pendule de ton arrière-grand-père et que tu n'en as que faire et que tu la traites mal en l'abandonnant dans le grenier ou dans la cave, mais en réalité, celui qui la découvrira derrière toi va en faire quelque chose. Il ne va pas à un moment donné se dire « Tiens, cet ancien objet de luxe, je vais le mettre à la poubelle ». Ça n'arrive pas. Aujourd'hui, force est de constater que certaines personnes qui ont acheté leur Rolex en 1959, qui en ont toujours pris soin, qui ont toujours fait tous leurs entretiens chez Rolex, ont eu des tas de pièces changées et leur montre valent moins cher que d'autres personnes qui ont acheté la même montre en 1959 aussi, qui n'ont jamais été à l'entretien chez Rolex, qui n'ont finalement jamais changé une fourniture, dont la montre a fonctionné assez mal finalement pendant 40 ou 50 ou 60 ans parce qu'elle ne gardait pas le temps, le dateur ne passait plus, le verre était griffé, ce genre de choses-là. Eh bien ces montres-là aujourd'hui, quand nous on les restaure, elles ont plus de valeur parce qu'elles ont beaucoup plus de pièces d'origine que celles dont on a pris soin et qui ont été à l'entretien tous les 5 ans. I found a love for me. Le prix marché chez nous est toujours différent du prix magasin. Le dealer officiel est imposé par la marque d'avoir un certain prix. Quand cet objet est en rupture de stock complète, il se peut que cet objet ait une cote très très différente de cela. On peut imaginer que généralement, un objet qui vaut 5 000 € dans un magasin neuf, dans un dealer officiel, va valoir moins cher chez nous d'occasion. Ce n'est pas toujours le cas. Si l'objet est complètement hors stock et très difficile à trouver, il va peut-être valoir beaucoup plus cher chez nous en occasion que chez le dealer neuf. Ça c'est pour les fêtes exceptionnelles. Il y a 3 ou 4 montres dans ce cas. À l'heure actuelle, il y a la Nautilus chez Patek Philippe, l'Aquanaut qui commence à le faire aussi toujours chez Patek Philippe. On a en Rolex, celles qui sont très connues, c'est la Daytona céramique nouvelle génération actuellement. La nouvelle Pepsi aussi chez Rolex. Là, c'est assez affolant parce que c'est une montre qui est à peu près un peu moins de 8 500 € prix dealer officiel, si vous avez la chance de l'acquérir là, et qui chez nous en vitrine se négocie entre 16 000 et 17 000. Donc autant dire que si tu as la chance d'en acquérir une aujourd'hui et que tu viens me la revendre tout de suite, on va te la racheter beaucoup plus cher que ce que tu viens de la payer. Pour la Pepsi, la Hulk, la Batman, ce sont réellement des surnoms qui sont donnés par les collectionneurs, par les amateurs d'horlogerie au modèle. Et donc, pour nous, ça les définit pleinement parce que en utilisant le terme Hulk ou Kermit, je sais exactement de quelle montre tu parles, de quelle production tu parles, et donc je ne la confonds pas. Tandis que si tu me dis une Submariner verte, je ne sais pas si tu vas parler de la verte en lunettes avec le cadran noir,
ou de la verte avec le cadran vert qui est la Hulk. Et donc là, c'est la différence entre la Kermit et la Hulk. Pareil pour l'ancienne Pepsi, s'appelle Pepsi. La nouvelle Pepsi, jusqu'à il y a peut-être un mois et demi, on parlait toujours de nouvelle Pepsi ou de Pepsi céramique. Et maintenant, tout doucement, nous, on voit apparaître le nom Spider-Man pour la version Pepsi céramique. Pour en revenir aux valeurs, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que du coup, nous, la seule chose qui nous intéresse dans notre magasin, c'est la valeur que toi tu appelles valeur de marché, que nous on va dire valeur d'occasion, parfois avec des grands guillemets, parce qu'on est tout à fait conscient qu'on achète parfois des montres qui ont été vendues le jour même dans un magasin officiel, mais du coup on ne va se fier qu'à cette valeur de cote, à cette valeur dite d'occasion, à cette valeur de marché, et peu importe le prix neuf, la valeur de remise en état ou le prix d'antan. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah, la Submariner, mais ce modèle-là, par exemple, coûtait combien lorsqu'elle est sortie ?» Et je ne vois pas le but de la question parce que je ne vois pas le fait qu'elle vaille 5 € ou 5 000 € en 1970. Qu'est-ce que ça va changer à sa valeur d'aujourd'hui? Rien, à mes yeux. Sa valeur d'aujourd'hui est définie par sa rareté, par son état, qui est prédominant également dans le prix, mais absolument pas finalement par la valeur par laquelle elle était vendue neuve à l'époque, ou que ce soit aujourd'hui ou dans le temps. Il est midi sur novembre et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux. À la base, j'étais même pas en société, j'étais indépendant. J'avais acquéri une partie de mon petit outillage journalier pour me créer un petit atelier chez moi à la maison pour travailler sur mes montres ou sur les montres des copains de mes parents, des choses comme ça. Donc vraiment un tout petit budget. Et une fois que j'ai quitté la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé seulement 2 mois, j'ai été convaincre mon banquier de me faire un crédit de 5 000 €. Un crédit que j'avais pris, je crois, en 2 ans ou en 5 ans, donc sur une très très longue durée pour ce qu'aujourd'hui je trouve une toute petite somme d'argent, en tout cas pour mon entreprise. Pour moi, en tant que salaire propre, ce serait différent, mais pour l'entreprise, c'est un tout petit budget, 5 000 € aujourd'hui. Et j'ai créé l'entreprise avec 5 000 € de base. Les premières années, je pense que j'avais 25 000, puis 40 000 de chiffre d'affaires sur les premières années. Aujourd'hui, je suis à plus d'1 400 000 de chiffre d'affaires annuel. Et aujourd'hui, j'ai en moyenne 6 personnes qui travaillent pour moi par jour. Alors ça peut être des indépendants qui viennent nous donner un coup de main à une journée, ou des employés temps plein également. J'ai 3 employés temps plein tous les jours ici. En étant artisan dès le plus jeune âge et en étant passionné et en s'en fichant complètement pour moi du monde du luxe à la base, je suis arrivé aujourd'hui vraiment à une entreprise qui cartonne, qui fonctionne bien, où les gens reconnaissent notre travail, l'accomplissement de notre travail, nous font confiance, m'ont fait confiance assez vite. Et pour ça, vraiment, je les remercie. Mais après, ça me permet vraiment de vivre ma passion à fond. Et je pense que c'est important pour les jeunes de leur dire que quand j'ai commencé ma formation, j'ai beaucoup d'horlogers qui m'ont presque découragé, qui m'ont dit « Ah mais il n'y a plus d'avenir dans l'horlogerie, la montre à pile a tout révolutionné, la montre mécanique et automatique c'est terminé, on n'en réparera plus dans le futur. » Eh bien non, on en répare, on en mange, on en travaille, on y travaille plutôt de manière journalière continue. Et on arrive nous-mêmes finalement à créer des passions, soit chez les nouveaux jeunes, soit chez les vieux qui redécouvrent leurs montres qu'eux ont achetées à l'origine. Et c'est vraiment gai de voir que finalement, en étant parti de vraiment pas grand-chose, même financièrement, j'ai abouti à quelque chose qui aujourd'hui est vraiment, je trouve, grandiose et qui n'est vraiment pas fini.